Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais même pas comment commencer cette vidéo. Ça fait depuis le décès de mon père que je pense à la tourner. Et ça fait 5 ans que je la remets à plus tard. Parce que ça va être une vidéo qui est extrêmement dure à tourner pour moi. J'ai hésité à la faire de nombreuses fois et à chaque fois ça me revenait en tête. Parce que c'est un sujet qui est trop important pour ne pas être raconté. J'ai, comme à mon habitude, pas préparé cette vidéo. Surtout celle-ci. Je me suis préparé des mouchoirs parce que juste en imaginant là ce que j'allais dire, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Donc je suis d'avance désolée s'il y a des moments où je pleure, il y a des moments où je me perds dans mes pensées, si le fil conducteur n'est pas très clair. Je vais laisser sortir les choses comme elles viennent parce qu'après tout c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on me plaigne. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on se dise la pauvre, elle a eu des choses très difficiles. Je fais cette vidéo et c'est ça que j'ai eu du mal à mettre en avant chez moi là ces derniers temps quand j'arrêtais pas de me dire qu'elle ne servira à rien. Je fais cette vidéo pour que certains prennent conscience de ce problème de société énorme, que beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez est touchée. Que certains se rendent compte que l'alcoolisme, c'est pas juste quelque chose qu'on peut arrêter du jour au lendemain, que ce n'est pas qu'une question de volonté. Pour que certains se rendent compte que même avec la meilleure des volontés, certains ne peuvent pas s'en sortir. Se rendre compte de ce que ça peut créer, et surtout pour les personnes qui, comme moi, ont eu un parent alcoolique, que vous compreniez que ce n'est pas de votre faute. Bon, on va essayer de faire cette vidéo sans chialer. Ça me paraît mission impossible déjà. J'ai déjà le nez tout rouge. Tout va bien. Que je me cherche des excuses pour pas tourner, oui, ça fait déjà 1h30 que je suis censée tourner cette vidéo et j'attends vraiment le dernier moment pour le faire. Sauf que il faut vraiment que je me débarrasse de ça. Il faut que j'arrive à peser des mots sur ce que je ressens et que je laisse le passé à sa place derrière moi. Et pour ça, il faut un point final à cette histoire et ce point final, c'est cette vidéo. Avant toute chose, ce que je vais raconter là, c'est uniquement mon histoire, mes ressentis, mes souvenirs. J'ai fait la paix avec tout ça et je suis désolée si certains de mes proches tombent sur cette vidéo et se sentent peinés ou qu'ils ont l'impression que j'envoie des pics ou des choses comme ça. C'est vraiment pas le but. Le but de cette vidéo, comme je le disais, c'est vraiment de mettre un point final à cette histoire qui a duré presque 25 années pour moi. Et je suis la seule personne à pouvoir dire comment ça m'a impacté. De votre point de vue, c'était peut-être différent. Mais du mien, d'enfant, d'adolescente et de jeune adulte, ça s'est passé comme je vais vous le raconter. J'aurais aimé que le titre que j'ai donné à cette vidéo, ça soit un titre putaclic. Que ce soit un titre que j'ai donné pour forcer les gens à cliquer sur cette vidéo et avoir donc plus de vues. Mais non, c'est pas le cas. Mon père était réellement alcoolique et il en est mort. Mais on va d'abord commencer par le début et on va faire d'abord un point sur la définition qu'on nous donne de l'alcoolisme. L'alcoolisme est une maladie qui touche le circuit neurobiologique de la récompense au niveau du cerveau. Plus l'alcool est consommé en grande quantité et ou fréquemment, plus le cerveau s'habitue et augmente son seuil de tolérance. Je trouvais important de commencer cette vidéo, et c'est l'une des seules choses que j'ai préparées, de commencer par une définition. Parce que selon à qui vous allez parler d'alcoolisme ou d'alcoolique, on va vous sortir des choses différentes. Et c'est normal, parce que là on parle de seuil. Le seuil, il n'est pas le même pour tout le monde. Certains, au bout de seulement 2 verres dans leur vie, vont pouvoir être considérés comme alcooliques. D'autres vont réussir à ne pas avoir de dépendance. De mon point de vue, et ça n'engage que le mien, par rapport à mon histoire, l'alcoolisme, c'est quand on n'arrive plus à s'en passer. Je sais que ça va déplaire à beaucoup. Pour beaucoup, vous êtes incapable de faire la fête sans alcool. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Jamais je me permettrai de faire un jugement là-dessus ou sur quoi que ce soit d'autre. Je veux juste qu'on soit clair entre vous et moi et c'est en grande partie pour ça que je fais cette vidéo-là.
pour ouvrir les yeux à la plupart des gens sur Terre qui a un réel problème avec l'alcool. Combien de fois j'entends « Ah mais non, mais à cette soirée, il n'y aura pas d'alcool, je vais pas y aller, je vais me faire chier ». Vous vous rendez compte que j'ai même entendu des personnes autour de moi parler de mariage où il n'y a pas eu d'alcool et où ça souffle et où ça dit clairement que c'était nul parce qu'il n'y avait pas d'alcool. Vous vous rendez compte un peu ? Je veux bien qu'on apprécie, moi aussi, de temps en temps, j'apprécie boire une bonne bière aux fruits rouges par exemple, j'adore ça. Mais du moment où vous en avez besoin pour vous amuser, pour moi, il y a un réel problème. Après, mon point de vue est totalement biaisé aussi, vu mon passé. Est-ce que je suis de nouveau en train d'essayer de gratter quelques minutes pour ne pas rentrer dans le vif du sujet en vous racontant tout ça? Oui, tout à fait, absolument. Je veux que vous compreniez que l'alcoolisme, ça touche pas que les autres et que vous pouvez tomber dedans très très facilement. Et peut-être même, sans vous en rendre compte, vous l'êtes déjà un petit peu. Je trouvais important de mettre tout ça en lumière d'abord. Je suis née dans une famille, c'est un petit peu compliqué parce que je sais pas comment définir. Parce que je ne veux absolument pas faire souffrir qui que ce soit, parce qu'on a tous beaucoup trop souffert dans cette famille. Je suis née dans ma famille. Une famille recomposée. J'ai un grand frère et on n'a pas le même père. Je me souviens très peu de mes premières années, ce qui est totalement normal. Mais le premier souvenir que j'ai de l'alcoolisme de mon père, la première fois où je me suis dit qu'il y avait un réel problème, j'étais petite, je pense que j'avais 5-6 ans, et ma mère travaillait. Ma maman, j'ai pas de mots assez forts pour lui dire à quel point je l'aime et à quel point elle est un exemple pour beaucoup, à quel point elle a tout donné pour nous. Ma maman travaillait ce soir-là, et mon père m'a donné le bain. Attention. Dans notre famille, il y a eu plein de problèmes. Attouchement ou choses comme ça, jamais. C'était une famille, on va dire le terme dysfonctionnel, mais pas de ça. C'est le premier souvenir que j'ai où je me suis posé une question de me dire si mon père était dans un état normal ou pas. C'est con, hein ? Parce que j'en ai 29 et je m'en souviens encore. Il me faisait me laver les cheveux. C'était le premier shampoing et il me disait mais frotte plus. Le premier shampoing c'est celui qui doit le plus mousser. Et je me souviens encore de me dire mais non, c'est le deuxième qui mousse plus et c'est normal parce que les cheveux ils sont plus propres. Là ça peut vous paraître bête, mais quand t'es gamin et que ton père il te dit quelque chose que tu sais que c'est le contraire, tu te dis mais il y a un problème. Et c'est le tout premier souvenir que j'ai, et j'en ai plein d'autres. Par la suite j'en ai eu plein d'autres parce que d'année en année, j'ai l'impression que ça s'est vraiment détérioré. Il buvait beaucoup à la maison, il allait prendre l'apéro chez mes grands-parents, donc chez l'un et chez l'autre. Il y avait vraiment une consommation qui était tous les jours. Tous les jours. Je n'ai même pas souvenir qu'il n'y a pas un jour où je ne l'ai jamais vu avec un verre d'alcool. Jamais. Je me souviens de soirées où on était chez des amis à mes parents, où ça partait en live parce qu'il avait trop bu et qu'il se prenait la tête pour des raisons, mais vraiment des trucs dérisoires. Il avait un tempérament assez fort, je pense, mais l'alcool avait tendance à vraiment exacerber ça. Et du coup, je dirais pas que c'est arrivé plusieurs fois, mais au moins une fois, ça c'est sûr, parce que ça m'a marqué. Il est parti de chez ses amis, il est rentré à pied à la maison. Faut savoir qu'on habitait un tout petit village. L'endroit où on était, c'était pas super bien éclairé, il y avait vachement de route à faire, la route elle était, ça descendait, c'était vraiment sur une colline, ça avait plein de virages pas éclairés, c'était super dangereux, on s'était vachement inquiété avec ma mère. J'en ai plein des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai plein de moments dans ma vie où j'ai eu honte de mon père. J'ai eu honte de l'état dans lequel il se mettait. Parce que à cette époque-là, il y avait plein de choses que je comprenais pas de sa vie. Attention, je cherche pas des excuses, loin de là. Mais disons que j'ai pris beaucoup de recul et j'arrive à voir comment il a pu, entre guillemets, tomber dedans. Ça n'excuse en rien ce qui s'est passé. Il y a eu plein de moments où j'ai eu honte de lui.
je vous donne des exemples comme ça qui passent vraiment. Il y a des moments, enfin, entre celui-là que je viens vous raconter et celui que je vais vous raconter, il y a plus de 10 ans de décalage. Mais c'est des moments qui m'ont vraiment marqué dans ma vie et je veux que vous vous rendiez compte de la portée que ça a, l'alcoolisme, sur une famille. C'était mon anniversaire, mes 18 ans. J'étais en BTS à ce moment-là et j'avais invité à la maison les gens de ma classe. Je crois que je les avais tous invités étant donné qu'on n'était pas beaucoup. J'avais mon ex, une très bonne amie à moi, et je me souviens dans l'état qu'il était. Et j'avais tellement honte, mais tellement honte. À cet âge-là, t'as pas envie que tes parents ils t'affichent, t'as pas envie que tes parents ils soient même plus capables de marcher droit. Il y a des moments où je m'en veux d'avoir eu honte, mais d'un autre côté, je comprends. J'avais déjà beaucoup de mal à m'intégrer. Et d'inviter des gens chez moi et d'avoir mon père dans cet état, ça m'avait... On passera bien évidemment tous les moments où ça s'engueulait très fort à la maison. Parce que on essayait tous de lui faire comprendre qu'il y avait un réel problème d'alcool. Et il niait en bloc. Il niait en bloc. Et je pense que c'était ça le plus difficile. Parce que avec des si, on peut refaire le monde, on est bien d'accord. Mais s'il avait pu accepter qu'il avait un problème, on aurait pu l'aider. S'il avait bien voulu être aidé, on aurait pu l'aider. Et j'aurais encore peut-être mon père à ce moment-là. On a toujours eu, à cause de ça, une relation très compliquée. Il m'aimait beaucoup, j'en ai eu la preuve. Mais je lui en voulais tellement. Je lui en voulais tellement de foutre toute notre vie en l'air à cause de ça. Je lui en ai voulu super longtemps après qu'il soit parti. C'est pour ça que quand on me dit ouais mais il t'aimait, mais moi j'ai l'impression qu'il m'aimait pas assez en fait pour arrêter tout ça. J'ai compris maintenant qu'il y avait d'autres choses qui rentraient en jeu. Mais les premières années de son décès, j'étais vraiment très en colère. Vous l'aurez donc compris, la vie familiale, et je vous ai donné 3-4 exemples là. Vous doutez bien qu'en 25 ans, j'en ai des vertes et des pas mûres à raconter. Mais j'ai pas envie de l'afficher en place publique. C'est pas le but de cette vidéo. Je veux juste que vous compreniez que quand il y a un membre de la famille qui dysfonctionne, ça fait dysfonctionner tout le reste. Mais vraiment tout le reste. Que quand vous êtes malade, parce que c'est une maladie, ça ne touche pas que vous. J'ai pris ensuite mon indépendance. J'ai voulu partir très vite de la maison. Mes parents se sont séparés, etc. Bref, ça c'est autre chose. Je voyais mon père très rarement parce qu'il y avait vraiment toutes ces émotions qui se mélangeaient. Parce que j'aime énormément mes parents. Avec ma mère, c'était beaucoup plus simple. Ça l'a toujours été. Mais avec mon père, il y a eu vraiment cette distance qui s'est mise de mon choix. Parce que j'acceptais pas qu'il n'essaie pas de s'en sortir, qu'il ne capte pas qu'il y avait un problème ou qu'il essayait de se le cacher. Et qu'il n'ait pas la force de s'en sortir pour moi. C'était surtout ça le truc. Je lui en voulais beaucoup de ne pas avoir la force de s'en sortir pour moi. Et puis, en 2018, en juin, fin juin, je reçois un SMS de mon père. On se voyait peut-être une fois par mois. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'était toujours une épreuve, mon chéri pourrait vous en parler, j'étais toujours exécrable à ces moments-là, parce que j'avais peur de comment j'allais le trouver. Je me souviens quand je l'ai présenté au papa de mon chéri, j'avais eu honte, mais honte. Il était dans un état catastrophique et il m'a foutu la honte de ma vie, alors que je lui avais demandé, je lui avais dit, s'il te plaît, ils sont réellement importants pour moi, ne fous pas tout en l'air. La première fois que j'ai rencontré mon chéri, on s'est mis 6 mois après ensemble, on était à un rassemblement de voitures. Mon chéri avait raccompagné mon père qui était complètement minable. Il essayait d'escalader un mur, il avait eu pitié de lui et il l'avait ramené à la maison. Ça aussi, quelle histoire. Je disais donc, on se voyait une fois tous les 2 mois. En fin juin, je reçois un SMS de mon père qui me dit, écoute, c'était sa copine de l'époque qui m'a accompagnée et je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a fait pour lui et pour moi. Et j'espère que tout ça ne
la blessera pas. Parce que vraiment, comme je le disais, c'est vraiment moi ce que j'ai vécu et c'est pour blesser personne, c'est pour faire de la prévention, c'est pour plein de choses. Mais c'est surtout pas pour apporter du négatif aux personnes qui sont un petit peu concernées comme moi. Je reçois un message qui me dit, écoute, je vais pas dire son prénom, m'a entre guillemets demandé de te prévenir que j'étais à l'hôpital, j'ai des examens à passer, j'ai mal au ventre, mais c'est rien. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que mon intuition, elle me trompe très rarement, voire jamais. C'est juste que des fois, je veux pas l'écouter, c'est tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, moi, je me dis, ça pue la merde. Ça pue la merde. Mais vraiment, l'impression de grosse merde puante. Vraiment. Je l'appelle. Il me dit non, non, je te jure, c'est rien et tout. Je suis à l'hôpital pour quelques jours. C'est vraiment rien. C'est rien du tout. T'as pas besoin de te déplacer et tout. Et moi, je me dis, vas-y là, mais non, non. Pas rien, je le sens d'ici, c'est pas rien. Donc j'appelle son médecin, on veut rien me dire. J'appelle l'hôpital, on veut rien me dire non plus. Et là, moi, je pète une durite. Je dis, écoutez, va falloir que quelqu'un me dise quelque chose là. Mon père, il est à l'hosto, j'aimerais savoir pourquoi. Ah, mais il vous l'a pas dit. De quoi? Qu'est-ce qu'il m'a pas dit? Non, mais c'est plus grave que ce qu'il vous a dit, madame. Ok. Donc, il faut savoir qu'il était hospitalisé à Bayonne et moi, j'étais à Mont-de-Marsan. Donc, on avait environ 1 heure de route. J'appelle mon chéri, j'étais au taf, je leur dis, écoutez, moi, je me casse. Vous faites bien ce que vous voulez, moi, je me tire. J'y vais, on va le voir. Et je crois que ça faisait 3 semaines qu'on l'avait vu. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ça faisait un moment que j'en parlais à ma mère, que je trouvais qu'il prenait du ventre, vraiment beaucoup. Et ça m'inquiétait. Je savais pas pourquoi, mais ça m'inquiétait. Putain, mais en fait, je suis vraiment douée sur ça. C'est un truc de fou. Le ventre gonflé, du mal à marcher, les pieds gonflés, les yeux jaunes. Il y a des choses qui trompent pas. Et jusqu'au dernier moment, il m'a dit que c'était rien. Et il a fini par me dire que le problème, c'était son foie. En gros, il a fait une cirrhose. En gros, c'est un cancer qui est dû à l'alcool. Très très court. J'ai pas envie de chercher exactement ce que c'était, les gars. Ça m'a perturbée pendant très longtemps. Il m'a dit que ça allait aller, qu'il n'y avait pas de problème et tout. Et ce qui est le plus frustrant, j'en rigole là, mais j'en rigole jaune en fait, c'est qu'il a arrêté de boire à ce moment-là. Parce que c'était trop tard en fait. Parce que là, je pense que l'une des seules choses qui aurait pu le sauver, c'était la greffe. Mais vu que reconnu alcoolique, nada, t'y as pas droit. T'y as absolument pas droit. Parce qu'il y a des gens plus jeunes, en meilleure santé, qui, si vous voulez, il y a des choses qui vous font que c'est rédhibitoire les greffes. L'alcoolisme en fait partie. Parce que c'est entre guillemets, non, c'est pas entre guillemets, mais je veux blesser personne. Mais c'est vous qui vous détruisez en fait. Donc on va pas vous redonner un foie qui pourrait servir à quelqu'un qui est plus jeune, en meilleure santé, qui fait tout pour s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et on repart et je dis à mon chéri, écoute, il a beau me dire que c'est pas grave, que c'est rien, moi je le sens pas du tout. Et je lui disais, écoute, faudrait qu'on retourne le voir quand même, plus régulièrement là. 1 semaine passe, 1 semaine et demie passe. Et on arrive début juillet. Et là, j'ai mon médecin de famille qui m'appelle et qui me dit « Écoutez, je pense que là, il est temps que vous veniez voir votre père pour lui dire au revoir. » Parce qu'en fait, ça a dégénéré très très vite. Parce que je pense qu'une fois que le diag il est posé, le cerveau il lâche l'affaire et il arrête de se battre. Donc il était chez sa chérie de l'époque. On y est allé. J'ai pu échanger quelques mots avec lui, mais vraiment quelques. Et puis, la Léa qui a l'habitude d'avoir des choses sur les épaules depuis qu'elle est gamine, je pense justement un petit peu à cause de ça, parce que j'avais un peu pris comme mission de veiller sur lui à certains moments quand même. Malgré moi, hein. Et c'est pas quelque chose qu'on m'avait demandé non plus. Mais inconsciemment, je le faisais en fait, parce que je voyais bien que il n'était pas dans son état normal. Donc j'ai appelé son travail pour lui dire qu'il ne viendrait plus. Et j'ai appris que 3 jours avant, il était déjà pas bien du tout. Et qu'il avait pris sa voiture pour s'occuper de tout ce qu'il fallait, pour pas que j'aie à le faire. Et il avait beau avoir beaucoup de défauts, avoir ce gros problème. Mais il savait que
Enfin, il voulait m'aider au maximum en fait. Parce qu'il se rendait compte qu'il allait devoir partir quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il voulait m'éviter des problèmes en plus. Et c'est ça qui me fait chier, c'est que il était capable de faire des choses comme ça, de prouver son amour comme ça. Et le lendemain, il a été transféré à une maison de repos. On est allé le voir et ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur parce que il était branché, il était plus là. Pour moi, il était déjà plus là. Même si mon chéri me disait qu'à des moments, il me cherchait, il voulait prendre ma main, etc. Mais moi, je me suis sentie abandonnée à ce moment-là par mon père. Parce qu'il était en train de partir. Et je pense que ce problème d'abandon maintenant que j'ai, ça vient de là, en fait. Tu me voyez, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour me rendre compte de ce que ça a créé en moi. Donc, j'aimerais vous dire que je suis restée avec lui jusqu'à la fin, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu, et ça, c'était vraiment égoïstement. Mais je sais qu'il m'en a jamais voulu, qu'il a parfaitement compris la situation. Je le sais très bien. Et je m'en suis pas voulu non plus parce que à ce moment-là, j'étais totalement incapable de gérer ça. Donc on est parti. On est parti chez des amis, à 2 ou 3 heures de route, je crois. Mais j'avais besoin de mettre de la distance. J'avais besoin de partir. Parce que là, c'était pas possible à traverser. Donc on est parti chez des amis. J'avais laissé des numéros de téléphone pour me joindre à un médecin. Et franchement, ce médecin, si je retombe dessus, vraiment, je vous le dis, je lui casse la gueule. Je lui casse la gueule, vraiment. Parce que je lui ai filé un numéro parce que où on était, on n'avait pas de réseau. Et donc, c'était un numéro fixe, donc il a très bien vu où on était. Premier truc qu'il me dit, une fois qu'il m'annonce que mon père est décédé, c'est « Ah mais vous êtes parti loin quand même. De quel droit tu te permets ? De quel droit tu te permets de dire à une jeune femme qui vient de perdre son père qu'elle est quand même partie loin ? On gère tous son deuil comme on le peut, en fait. C'est pas comme on le veut, c'est comme on le peut. Il s'est permis de faire des suppositions sur ma famille, sur tout. Mes parents n'étaient plus ensemble à ce moment-là. Mon frère n'avait pas le même père. Donc j'étais un petit peu, pas totalement, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. J'étais seule pour ça. J'étais seule. J'étais pas capable d'assumer ça toute seule. J'ai eu de l'aide, bien sûr, il y a eu des gens sur qui j'ai pu m'appuyer, ma maman elle était là quand même, mais là moi je me suis sentie seule et j'étais en crise de panique, j'ai toujours détesté les hôpitaux, les maisons de repos, ça sentait la mort, et moi tout ce que je voulais c'était partir loin, le plus loin possible pour ne pas voir ça. Et l'autre, dans le plus grand des calmes, vous êtes parti loin quand même, mais ferme bien ta gueule en fait, ferme bien ta gueule. Putain, je vous jure, il y en a, ils ont eu le diplôme de médecine, mais ils n'ont pas eu le diplôme d'amour du prochain ou... Ah, m'a énervé celui-là. Hein. Il y a eu bien entendu tout le reste à préparer, même s'il avait fait beaucoup. Il y a eu quelques petits cafards, parce que je n'ai pas d'autres termes à propos de ce genre de personnes à enlever, qui ont voulu s'incruster, et ils ont vite été enlevés d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Je me souviens encore, après la cérémonie, de collègues de mon père qui sont venus me voir, et qui me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es forte Léa, t'as été capable de tout gérer, t'as été capable d'appeler le boulot, t'as tout fait. » Mais en même temps, les gars, qui c'est qui l'aurait fait sinon ? En fait, au final. Qui l'aurait fait sinon ? Fallait bien le faire dans tous les cas. Je suis sa seule descendante. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à part moi. Donc, qui l'aurait fait ? Là, c'est pas que j'ai été courageuse, c'est que j'avais rien d'autre à faire en fait. J'avais rien d'autre à faire. Et ensuite, il a bien fallu s'occuper de ses affaires, vider son appartement, vendre ce qu'il y avait à vendre. Et je crois que ça a été le pire du pire. Mes parents s'étaient séparés, ils avaient acheté ensemble une maison. Et en fait, en regardant les comptes de mon père, déjà j'ai su qu'il avait pris une assurance vie pour moi. J'avais ensuite vu qu'il avait
rien dépensé ou presque de ce qu'il avait touché de l'argent de la maison. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était malade depuis de nombreuses années. Personne ne le sait parce qu'il a dit à personne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, mais ma mère n'était pas au courant, ça c'est sûr. En fait, je pense qu'il a eu des douleurs, il est allé voir le médecin, qui lui avait donné des cachets pour essayer de diminuer sa consommation d'ailleurs. Et ses résultats n'étaient vraiment pas bons, déjà à cette époque-là. Et c'était... Là, moi, ça fait 5 ans qu'il est décédé, et ça faisait déjà 10 ans, ça faisait 15 ans qu'il savait qu'il était malade. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dépensé en fait un rond. Il s'est fait quelques petits plaisirs, mais rien de fou. Tout simplement pour pouvoir me laisser quelque chose, je pense. Et vous voyez, ça c'est aussi une grande preuve d'amour. Ça a été très compliqué à accepter. Parce qu'il se savait malade, et pour moi, en se sachant malade, il aurait pu faire plus pour être là pour moi après. Mais je vous le dis, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé tout ça. Il n'a pas eu une vie facile. Il avait beaucoup de frères et sœurs et en fait, il n'y avait plus personne. Il y a eu plein d'histoires dans sa vie, il y a eu plein de choses difficiles et je pense qu'il est tombé dedans. Là, c'est que des suppositions, hein, bien entendu, parce que malheureusement, le principal intéressé, il n'est plus là pour répondre à mes questions. Mais je pense qu'il est tombé dedans quand il était jeune avec ses amis. On fait tous cette connerie-là. Et au fur et à mesure des difficultés de sa vie, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, il n'a pas eu une vie facile, il est tombé de plus en plus dedans. Et je pense que, en sachant après qu'il avait pris des médicaments pour essayer de descendre, il a essayé de se battre pour nous. Mais c'est pas qu'une question d'envie, c'est une réelle maladie, il y a une réelle dépendance. C'est pour ça que moi j'ai toujours du mal avec les personnes qui boivent de l'alcool maintenant. J'ai beaucoup de mal à supporter les gens qui crient, les histoires. J'ai beaucoup de mal à gérer tout ça en fait. Il y a des moments où je vais être très en colère. Je voulais que vous compreniez que l'alcoolisme, ça touche beaucoup de personnes. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Et ça peut aller très loin. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Je voulais aussi que vous compreniez que c'est une réelle maladie et que même avec la meilleure des volontés, on peut ne pas s'en sortir. Parce que ça peut être plus fort. Vous avez bien entendu des aides, des numéros de téléphone à appeler, des structures, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider si vous êtes atteint d'alcoolisme ou si un proche l'est. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit. Je sais que c'était pas une vidéo qui était très drôle, voire pas du tout. Mais c'était important de la tourner comme je vous le disais au départ pour mettre un point final à cette histoire, prendre conscience de certaines choses, de tout ce que ça a pu créer en moi. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, justement, et c'est ça que j'aime dans le fait de tourner ces vidéos, c'est que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur lui, sur moi, sur mon histoire. Je sais que je vais recevoir des commentaires me disant que vous n'imaginiez pas que j'avais vécu des choses comme ça. Et je vous ai pas raconté les 3/4. Parce que comme je vous le disais, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer l'impact. De vous montrer que ça peut arriver à tout le monde, etc. Il faut que vous compreniez que vous ne savez rien des gens qui vous entourent. Rien. Sauf s'ils décident de le partager avec vous. Vous n'imaginez pas ce que votre voisin a pu vivre. Donc, ne faites pas de suppositions. Ne jugez pas au premier regard certaines personnes. Ça fait 5 ans qu'il est parti. J'ai fait la paix avec beaucoup de choses. J'ai avancé sur beaucoup de choses aussi. Mais comme vous le voyez, c'est toujours quelque chose qui me touche profondément parce que un père, on n'en a qu'un. Le mien, il était dysfonctionnel, mais c'était quand même mon père. Et il m'a prouvé, par certaines manières, qu'il m'aimait profondément. Il y a certains moments où il me manque à un point inimaginable. Il y a des moments où je lui en veux encore. Il y a des moments où je suis encore en colère. C'est normal. Notre relation, elle n'a jamais été saine à cause de ça. Mais c'est comme ça. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis bien entourée. J'ai avancé maintenant. Là, ça m'a fait remuer beaucoup de choses, donc c'est normal que je sois dans cet état-là. Ça serait plus anormal, je pense, que je n'ai pas de réaction à ce propos. J'espère vous avoir appris certaines choses. J'espère vous avoir fait réaliser certaines choses.
Et j'espère que cette vidéo aura permis à certains de se rendre compte que soit certains membres de sa famille avaient des problèmes d'alcool, ou que vous en aviez possiblement vous aussi. Et il y a des degrés dans l'alcoolisme. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Petit message pour les enfants qui ont des parents alcooliques. C'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait ni rien demandé pour subir tout ça. Vous n'avez pas à sauver vos parents. Vous n'avez pas à les surveiller et vous n'avez pas à les réparer. Si la personne en face de vous ne veut pas être sauvée, vous ne pourrez rien faire. Et profitez des gens que vous avez autour de vous, même si les relations ne sont pas super. Au final, cette relation un peu dysfonctionnelle pour certains vous manquera à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Je vais pas dire si elle vous a plu parce que c'est un peu... c'est un peu illogique, mais bon, bref. Si vous l'avez trouvée intéressante, si elle vous a appris des choses, si elle vous a touché, n'hésitez pas à commenter ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez des messages, si vous avez eu des personnes aussi, comme dans mon cas, n'hésitez pas. Mais pas de jugement, pas d'énervement, pas de haine, rien, s'il vous plaît. Juste de l'amour, de l'échange sain, s'il vous plaît. Encore une fois, cette histoire, c'est mon histoire. Ça peut blesser certains qui ne l'auront pas vu comme ça, n'auront peut-être pas ouvert les yeux, ou se l'auront caché que mon père avait un problème. C'était pas dans le but de vous faire souffrir, de vous faire réagir, ou de vous dire que vous étiez de mauvais amis, ou que vous étiez un mauvais entourage pour nous. C'était vraiment pour faire comprendre tout ce que ça fait, tout ça, en fait. J'avais pas du tout envie de tourner cette vidéo, j'ai pas du tout envie maintenant de l'arrêter, parce que c'est un point final à tout ça. Même si, à mon avis, je vais chialer pendant un moment aussi avec le montage. C'est fort probable. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui, je vous l'assure, sera plus joyeuse. Voilà. Mais il fallait bien que j'en parle à un moment ou à un autre. Salut!